Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, débat, chronique, reportage, expertise de nos invités. C'est ce que l'on vous propose tous les jours sur Public Sénat pour donner du sens à l'actualité et aux crises que nous traversons. Et voici le sommaire de ce 1er juillet. François Bayrou fait face à sa 8e motion de censure. Il doit y survivre grâce au Rassemblement national. Le parti de Marine Le Pen attend son heure pour faire tomber le gouvernement et se prépare aux échéances électorales législatives en cas de dissolution municipale présidentielle. Ont-ils tiré les leçons de leurs échecs passés? Jordan Bardella sera-t-il le candidat pour 2027? Comment le parti Le Peniste est-il devenu aussi puissant? On en débat dans une minute. Et puis dans la seconde partie de notre émission, une semaine après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en Iran, ce sont des paroles d'exilés que je vous propose. Comment ont-ils vécu ces 12 journées de frappes aériennes? Que pense-t-il de ce discours officiel de l'ayatollah Khamenei? Félicitations pour la victoire sur le fallacieux régime sioniste. Malgré tout le bruit et toutes les affirmations, le régime sioniste a été presque écrasé sous les coups de la République islamique. Les mollahs bombent le torse, mais à quel point sont-ils affaiblis par les bombardements israéliens? Le mouvement Femmes, Vie, Liberté pourrait-il reprendre et faire tomber le régime dans 3 quarts d'heure? Nos invités vont tirer un fil entre Paris et Téhéran, un fil rempli d'espoir, d'inquiétude et d'émotion. Mais d'abord, le récit de cette journée où la censure plane de nouveau au-dessus du Premier ministre. Cécile Cixous. Le RN passe son tour. Le parti de Marine Le Pen a décidé de ne pas voter la motion de censure des socialistes. Inutile, selon Marine Le Pen, cette censure ne permettra pas de revenir sur l'âge légal de départ à la retraite. La gauche fait croire, mais elle ment de manière éhontée aux Français que si on vote la motion de censure, on retournera à l'ancien âge légal de départ à la retraite. C'est un mensonge. Donc, moi, je ne mens pas aux Français. Et cette censure, pour le coup, là, aujourd'hui, elle n'apporte rien aux Français. Pas pour cette fois, mais le RN désormais se place en maître du jeu et renvoie l'heure de vérité pour le gouvernement Bayrou à plus tard. Les députés d'extrême droite menacent de le censurer sur le budget. Nous attendons les orientations, le projet de budget du gouvernement. Et comme vous le savez, nous sommes le premier groupe d'opposition et nous ne tremblerons pas quand il s'agira de censurer, quand il y aura des orientations qui seront contraires aux intérêts des Français. Le RN a déjà posé plusieurs lignes rouges. Si François Bayrou cherche 40 milliards d'euros d'économies, pas question de les faire peser sur ceux qui travaillent. Il faudrait des réformes structurelles sur les économies, des hausses d'impôts évidemment pour combler le tonneau, remplir le tonneau des Danaïdes. Tout ça, ce sont des lignes rouges. Nous, on attend des économies structurelles, s'attaquer aux grands tabous que vous connaissez, je pense, de la part du Rassemblement national, évidemment, le soutien massif et coûteux à l'immigration. Le répit devrait donc être de courte durée pour François Bayrou, qui, en plus de la menace d'une censure à la rentrée, pourrait aussi faire face à une dissolution. Elle sera de nouveau possible à partir du 8 juillet. Et on se projette avec nos invités sur l'avenir du Rassemblement national et de Marine Le Pen. A-t-elle renoncé à l'Élysée? On en débat avec Bruno Cotresse. Bonsoir Bruno, bonsoir. Bienvenue. Vous êtes chercheur au CEVIPOF, enseignant à Sciences Po, auteur avec Anne Muxel de ce livre « Le vote sans issue, chroniques électorales 2024 », publié aux presses universitaires de Grenoble. Valérie Gaz, bonsoir et bienvenue. Vous êtes chef du service politique chez nos confrères de RFI et Sophie Dravinel, éditorialiste politique. Bonsoir Sophie, bienvenue à vous. Jean-Daniel Lévy, qui est le directeur délégué d'Aris Interactive. Arrive. Bientôt. Ça ne saurait tarder. Il est dans les couloirs du Sénat. Est-ce qu'on peut dire tout simplement pour commencer, Bruno Cotresse, que le RN, pendant quelques heures, et puis ensuite pendant quelques semaines ou quelques mois, est de nouveau au centre du jeu? Oui, assez clairement. En fait, le RN n'a jamais été non plus complètement hors jeu. Il a quand même, ne serait-ce que par toutes les affaires judiciaires de Marine Le Pen, sa condamnation, le RN est quand même aujourd'hui à la fois un pilier central de notre vie politique. C'est un parti qui réunit beaucoup d'électeurs. Il a quand même réuni plus de 9 millions de voix aux élections européennes, à peu près la même chose aux élections législatives. Quand on regarde les classements de popularité, on en parlera tout à l'heure avec le sondeur. Évidemment. On voit que tant Marine Le Pen que Jordan Bardella sont toujours sur le podium des 3-4 personnalités politiques
préféré des Françaises et des Français. Mais là, si on parle de stratégie, en fait. Qui est au plan stratégique, qui revient, effectivement, il avait donné le sentiment un peu de se mettre un peu hors jeu. Un peu de côté, et là, on revient parce que les grosses échéances arrivent pour François Bayrou, forcément, et en particulier le budget. Le Rassemblement national avait déjà censuré Michel Barnier sur des thèmes qui lui sont vraiment importants, que Marine Le Pen va remettre en avant, le pouvoir d'achat, le prix de l'électricité, à l'époque le déremboursement de certains soins médicaux. Donc on imagine que le RN va revenir et tout le monde, au fond, d'une certaine manière, est en train de se remettre en ordre de bataille pour les prochaines échéances municipales présidentielles. Oui, évidemment. Avec peut-être, Valérie, la question de cette censure, est-ce qu'elle s'est quand même posée à un moment au sein du Rassemblement national? Est-ce que la tentation était là ces derniers jours? Elle se pose toujours, depuis le début, parce qu'ils savent qu'ils sont ce groupe un peu charnière. Sans eux, ça ne passe pas, et avec eux, ça passe. Donc, de fait, ce pouvoir, il faut qu'ils en usent et qu'ils, parfois, peut-être en abuse. Oui, la question, elle se pose, mais pas vraiment. Parce que le moment n'a pas l'air d'être venu, parce que Marine Le Pen reprend un petit peu pied après l'affaire du procès, après un peu toutes ces interrogations sur la répartition des rôles avec Jordan Bardella. Et il faut que ce soit un sujet qui soit porteur. Elle l'a dit dans le reportage qu'on a vu tout à l'heure, finalement, l'âge de la retraite qui est un petit peu le chiffon rouge qui pourrait agiter pour que ces électeurs soient convaincus de la nécessité d'une censure, eh bien, ça ne bougera pas. Tout le monde le sait. D'ailleurs, le gouvernement accuse le Parti socialiste de déposer une motion de censure pour bien prouver qu'il est dans l'opposition, parce que jusque-là, il lui avait fait grâce d'être finalement, de le laisser survivre. C'est elle qui décide, très clairement? C'est Marine Le Pen? Depuis la dissolution et depuis le fait qu'ils ont obtenu 89, 88 maintenant députés, le RN est dans une position vraiment centrale. Et c'est qu'ils décident un petit peu des choses. Alors, pour les adversaires, c'est aussi... Faire pour la gauche avec le RN, c'est parfois un problème. Pour le gouvernement aussi, mais faire sans le RN, c'est pas possible. Évidemment, et vous l'avez évoqué, c'est sans doute à l'automne que le Rassemblement national donne rendez-vous à François Bayrou. Écoutez son président Jordan Bardella. Si ce gouvernement continue dans la voie qu'il a choisie depuis le début de l'année 2025, alors ce gouvernement tombera. Et nous allons nous battre dans le cadre du débat budgétaire pour faire en sorte que le pays soit protégé d'augmentation d'impôts injustes dans un pays qui a le plus haut niveau de prélèvements obligatoires et de souffrances supplémentaires pour le pays et pour les Français. Et d'ici là, nous allons nous préparer. J'accueille Jean-Daniel Lévy, bonsoir, bienvenue. Merci d'être là, directeur délégué d'Aris Interactive. Et je vous laisse à peine vous poser. On vient d'entendre Jordan Bardella évoquer l'hypothèse du budget de l'automne. Les électeurs du RN, comment se positionnent-ils face à l'hypothèse de faire de nouveau tomber un gouvernement? Est-ce qu'ils sont partagés ou au contraire, est-ce qu'ils poussent les chefs du parti Le Peniste à y aller? Alors, ils ne sont clairement pas partagés. Ils sont clairement pour pousser leurs dirigeants à faire en sorte qu'il puisse y avoir non seulement une motion de censure qui soit votée, alors que ce soit sur la réforme des retraites ou sur le budget, mais ce sont également les plus favorables à ce qu'il puisse y avoir une autre conséquence, c'est-à-dire la dissolution de l'Assemblée nationale. Et parce qu'ils considèrent, effectivement, comme cela a été rappelé tout à l'heure, qu'il y a une progression du Rassemblement national qui a été nette entre 2017 et 2022, qui a été presque fulgurante entre 2022 et 2024. Rappelons qu'ils avaient réuni moins de 19% des suffrages au premier tour des élections législatives de 2022 et plus de 30% 2 ans plus tard. Donc c'est une évolution qui est une évolution très nette. Donc ils voient bien cela, et dans ce contexte-là, ils se disent que leur victoire a été volée, qu'il y a eu des désistements, et que là, ils peuvent accéder aux responsabilités et au pouvoir. Mais Bruno Cotresse, petit point de règlement, j'allais dire, en tout cas constitutionnel. C'est pas parce que la censure est votée contre François Bayrou qu'il y a forcément une dissolution. Non. Nos téléspectateurs, téléspectatrices sont férus d'histoire parlementaire et de règlement, mais il faut le rappeler quand même. Le président de la République pourrait chercher à nommer un autre ou une autre premier ou première ministre, mais on voit que progressivement, c'est vrai que le choix se réduit, parce qu'au fond, si il y a le gouvernement Bayrou tombé à l'automne, on va repartir à nouveau sur un nouveau cycle de discussion, trouver une
personnalité. Il y en a un qui attend quand même. Oui, il y en a un qui attend au tournant. Voilà, il y a Sébastien Lecornu. Voilà, mais d'une certaine manière, je dirais qu'à la fois c'est tellement attendu que je ne sais pas si ça produirait les effets escomptés. Les effets escomptés, normalement, c'est de stabiliser une majorité, en tout cas au minimum, qui ait une forme de bienveillance de certaines formations politiques de l'opposition comme les socialistes pour permettre le vote du budget, parce que le problème, lui, reste complètement posé, même si on changeait le Premier ministre. Bien sûr. Alors, je vais vous poser la même question. Stratégiquement, pourquoi le RN attend cet automne, d'après vous ? Parce que le budget, c'est une bonne raison de faire tomber un gouvernement, parce que là, ça parlerait directement 40 milliards d'économies. Sur quoi on fait les économies ? Marine Le Pen a été très en avant sur les questions de pouvoir d'achat. D'ailleurs, l'autre texte sur lequel ça pourrait arriver à une censure, c'est la loi énergie, parce que ça impacte directement le portefeuille des Français. Les retraites, c'est moins fort, avec l'argument de Marine Le Pen, en disant... à part de réussir à faire changer l'âge de départ à la retraite, qui est vraiment symbolique, et ça, il n'en est pas question, ça ne vaut peut-être pas le coup. Il y a aussi peut-être une question de timing, tout simplement. On arrive à une période où est-ce que faire tomber un gouvernement une nouvelle fois avant l'été, quand les Français ont peut-être envie d'autre chose, est-ce que c'est vraiment le bon moment ? Et ça lui laisse un petit peu gagner du temps, parce qu'une censure ne veut pas dire forcément dissolution, mais l'instabilité, l'incapacité du président à trouver un Premier ministre qui pourrait faire aboutir un budget pourrait l'obliger à une dissolution, et en cas de dissolution, Marine Le Pen ne pourrait pas se représenter. Même question sur la... Allez-y, Sophie, je vous fais signe. Elle ne pourrait pas se représenter, je voulais rebondir là-dessus. Et donc ça pourrait apparaître... En cas de dissolution, oui. Absolument. Donc ça pourrait apparaître comme un obstacle, sauf que ils se sont largement exprimés pour dire que non, ça n'en était pas un, et que comme, d'une certaine façon, Jean-Luc Mélenchon, qui lui-même dirige son groupe sans être député, elle pourra parfaitement continuer à diriger et à attendre la censure ou non de la justice pour savoir si elle pourra se présenter ensuite. Votre avis sur le choix stratégique ? Sur le choix stratégique, effectivement, ils ne sont pas tout à fait au clair et tout à fait d'accord d'ailleurs entre eux sur la réforme des retraites et ce à quoi ils pourraient aspirer. Et quand on écoute Jordan Bardella, on a même du mal à pouvoir connaître la position du Rassemblement national. On sait que l'UDR, donc c'est-à-dire la formation d'Éric Ciotti, n'est pas exactement sur la même ligne, la part de capitalisation, l'âge légal de départ à la retraite, etc. Il y a peut-être également, effectivement, il n'y a pas de lien de causalité immédiat ou indéfectible entre une censure et une dissolution, mais un Rassemblement national qui n'est pas tout à fait prêt à l'heure actuelle à pouvoir présenter des candidats avec un pédigré, entre guillemets, qui serait plus acceptable qu'un certain nombre d'entre eux qu'on avait connus au cours de la dernière dissolution. Donc ils sont en train d'effectuer ce travail. Visiblement, ils ne sont pas encore complètement prêts. Ils n'ont pas encore leur investitures potentielles qui sont prêtes. Et donc, dans ce contexte-là, ils ont besoin, en tout cas c'est probablement leur calcul, de faire en sorte que si jamais il devait y avoir une crise institutionnelle appelant une dissolution, qu'ils puissent arriver avec une force qui soit une force et programmatique et également en termes de candidats qui soit plus forte que la fois précédente. D'ailleurs, c'est exactement le message que Marine Le Pen faisait passer à ses cadres lors de la convention de l'Union nationale RN-UDR, dont on parlait, le parti d'Éric Ciotti à l'Assemblée. Écoutez. À partir du moment où il y a une possibilité de dissolution, et c'est le cas à partir du 7 juillet, je dis bien une possibilité, pas une probabilité, eh bien notre devoir c'est de nous y préparer. L'histoire ne repassera pas les plats, et s'il y a une dissolution, nous pouvons ou nous devons l'emporter. L'insuccès, je le crois, n'est pas une option. Encore une fois, s'il y a une dissolution, la campagne durera 20 jours. 20 jours, voilà, ça veut dire que celui qui n'est pas prêt sera balayé par la puissance et la vitesse de la vague. Une campagne législative qui ne dure que 20 jours et peut-être un parti, je rebondis sur ce que disait Jean-Daniel, Bruno Cotteret, pas tout à fait prêt, malgré ce qui s'est passé lors des précédentes législatives. Oui, on dit beaucoup qu'ils ont beaucoup travaillé. C'est vrai sur ce point qu'il leur a coûté... alors je suis prudent sur le fait que ça leur ait coûté finalement tant que ça, parce que j'observe quand même que le Rassemblement national, en nombre de voix, est arrivé en tête du second tour, dans un entre-deux tours qui était tellement difficile pour le Rassemblement national, c'est-à-dire Front républicain contre eux, Jordan Bardella qui semble incertain sur sa position sur les retraites, des candidats effectivement dont le CV est problématique, et malgré tout le Rassemblement national qui sort en tête quand même en voix du premier tour, retrouvant à peu de choses près son étiage de voix au premier tour, du premier tour. Par contre, c'est vrai que si le Rassemblement national veut
améliorer son image et travailler son image de force de gouvernement, il doit au minimum montrer qu'il a corrigé le tir et qu'il a retenu des leçons de cette difficulté de campagne de 2024. Donc effectivement, c'est une question qui va se poser pour eux, question de crédibilité, à incarner une force de gouvernement. Ouais. Mais est-ce que Marine Le Pen serait forcément plus faible sans la caisse de résonance de l'Assemblée nationale, Jean-Daniel? Je pense qu'elle arrive à trouver tous les espaces pour pouvoir être présente. En fait, Jordan Bardella n'est pas au Parlement national, il est au Parlement européen. Quand vous regardez aujourd'hui les codes de confiance, quand vous voyez les codes de popularité, quand vous voyez les intentions de vote, quand vous voyez le potentiel électoral, à peu de choses près, on mesure uniquement 1 point ou 2 de différence entre l'un ou l'autre. Donc, à l'heure actuelle, il y a une situation où il y a une marque RN qui semble être extrêmement forte, qui fait que pour la première fois, même le fait de tester un non-Le Pen depuis 1974 à une élection présidentielle fait que ça ne change pas du tout les intentions de vote des Français. N'en dites pas trop là-dessus, parce que ça va être évidemment l'un des thèmes du débat, Sophie. Juste pour rebondir sur Jordan Bardella, qui n'est pas beaucoup peut-être au Parlement européen, ou en tout cas qui n'y travaille pas énormément pas au vu plus des statistiques. Lors de son premier mandat non plus. Absolument. Ouais. Juste, Jordan Bardella est quand même président du parti. Oui. Marine Le Pen n'aurait plus de mandat électif et n'aurait plus finalement... Le parti, c'est vrai. Alors, elle est Marine Le Pen, elle incarne la marque. La famille. La famille, et de fait, c'est un avantage indéniable. Mais on pourra voir que depuis le procès où elle a été condamnée à une inéligibilité, elle s'est beaucoup réinvestie dans son rôle de chef de groupe. Et elle fait par ce canal-là passer tous les messages. Donc, même si ça ne la réduirait pas à néant en termes d'existence politique, malgré tout, ce ne serait pas forcément une bonne nouvelle. Je ne fais pas de parallèle complet, mais Jean-Luc Mélenchon n'a pas de mandat électif en tant que tel. Il n'est pas président, en tout cas, dans les statuts. Il dirige son groupe, de fait. Il dirige son parti, enfin, sa formation. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas président, mais globalement, c'est quand même lui qui donne la ligne politique à la France Insoumise. Il n'est pas président de l'Assemblée nationale, mais quand on regarde les prises de position de la part des députés, globalement, c'est Jean-Luc Mélenchon qui fixe la ligne. Donc je pense que la position institutionnelle en tant que telle n'est pas la condition sine qua non pour pouvoir avoir une caisse de résonance médiatique. Et forcément, parmi les scrutins, on va reparler des municipales après, mais là je fais un saut dans le temps pour me projeter jusqu'en 2027 et à la présidentielle, avec, c'est peut-être quand même un marqueur important, Sophie, Marine Le Pen, qui commence à accepter l'idée d'être remplacée pour cette campagne électorale présidentielle. En tout cas, c'est le message qu'elle a fait passer dans Valeurs Actuelles. Alors, c'est une interview qui est parue la semaine dernière, le 25 juin, et c'est un peu un tournant, Thomas, parce que jusqu'ici, elle était quand même restée très réservée. Alors, elle explique avoir, je cite, demandé à Jordan Bardella de se préparer à l'éventualité d'être candidate si elle-même devait en être empêchée. Bon, la députée du Pas-de-Calais, on s'en souvient, elle a été condamnée en mars à une peine d'inéligibilité de 5 ans avec effet immédiat. Elle avait d'ailleurs été reconnue coupable pour avoir mis en place un système de détournement de fonds publics pour payer des salariés du parti avec l'argent du Parlement européen entre 2004 et 2016 pour un montant de 4,4 millions d'euros. Alors je vous rappelle, parce qu'on a peut-être oublié, mais c'est important, et la Cour d'appel de Paris devrait rendre sa décision au cours de l'été 2026, déterminant évidemment son avenir politique. Et ces mots sont cinglants et fatidiques. D'ici là, dit-elle, je continue à me battre. Bien sûr que la situation n'est pas idéale, mais que me suggérez-vous d'autre que je me suicide avant d'être assassinée, la martyre. Oui, c'est ce qu'elle dit effectivement dans cette interview, et elle assure toujours être la victime, là aussi je cite, d'un jugement politique. Alors en fait, c'était les mots qu'elle a tout de suite employés à l'issue de ce premier acte, avec la conviction associée qu'elle ne pouvait pas être remplacée. C'était vraiment une certitude. Elle disait « Je ne disparais pas du fait, on peut le lire, d'une décision de justice frappée d'appel. Croyez-moi, je suis là, bien là et plus combatif que jamais. » C'est ce qu'elle disait donc en mai dernier. Elle jugeait d'ailleurs juste ridicule, un peu comme les jeunes, l'idée que Jordan Bardella puisse la remplacer. Et c'était montré d'ailleurs assez dur avec lui sur un dossier sur lequel elle pensait qu'il n'avait pas beaucoup de compétences, qui était celui de la Nouvelle-Calédonie. Juste ridicule, c'est une phrase de jeune ?
C'est là que je vois que mes enfants sont beaucoup plus vieux que les vôtres. Oui, non, mais voilà. Mais tout ça, c'était avant. C'était avant. Oui. Et son propos, évidemment, a évolué nettement, poussé sans doute par les sondages, par les études d'opinion qui débattent à peu près tous les deux à égalité. Quand on fait de la politique, a-t-elle dit donc dans Valeurs Actuelles, il faut accepter qu'on ne maîtrise pas toujours les événements et donc qu'on revient sur ses propos. Ce sont ces mots encore. Et donc sa garde est baissée. Faire de la politique, a-t-elle dit encore, c'est s'adapter. J'ai intégré l'hypothèse que je ne puisse pas me présenter. Jordan a intégré la possibilité qu'ils doivent reprendre le flambeau. Nous y sommes presque. La messe est dite. En tout cas, pour le moment. Merci beaucoup, Sophie, et merci de m'avoir éclairé sur le langage... Juste pas possible. Revenons à cet échéancier judiciaire, on va dire ça comme ça, et notamment la décision de la Cour d'appel. On peut peut-être rappeler, Valérie Gaz, que la ligne de crête pour que Marine Le Pen puisse se présenter en 2027, elle est quand même très étroite. Ah oui, le jugement en appel arrivera vraiment in extremis parce que ça pourrait, si elle était confirmée inéligible, il faut avoir le temps quand même de faire une campagne présidentielle, ça ne s'organise pas au pied levé. Et c'est pour ça qu'elle est de fait obligée quand même de reconnaître avec cette interview eh bien que la solution de rechange, elle l'admet et elle se prépare. Il faut quand même aussi un petit peu rassurer. Au début, elle était dans une espèce de déni, de méthode Coué, ce sera moi et ce sera moi et ce sera moi, quel que soit... Il a fallu des mois et ça ne peut pas être quelqu'un d'autre que moi. Mais maintenant, il y a un côté pragmatique. Peut-être que même en son fort intérieur, elle commence à se préparer elle-même. Et autour d'elle, peut-être. Et autour d'elle aussi, à l'idée qu'il va bien peut-être falloir laisser la place à Jordan Bardella. Ouais. Autant le faire de manière opérationnelle, pragmatique et en préparer les échéances. Parce qu'en effet, l'automne de 2026, on est déjà on est déjà dans la campagne, bien évidemment, mais il faut vraiment avoir le temps de la faire. Ouais. Et alors, en vous écoutant, je regarde la photo qui est juste derrière vous, d'une Marine Le Pen songeuse sur les bancs de l'Assemblée. Vraiment, j'avais l'impression de l'imaginer en train de se dire, c'est pas possible, je vais pas pouvoir me présenter. Bruno Cotresse, est-ce que cette interview de Valeurs Actuelles marque un tournant pour vous ? Oui, pas mal, parce qu'à la fois, effectivement, cette déclaration de Marine Le Pen qui dit « j'ai intégré que ça sera peut-être pas moi », mais aussi parce qu'elle rappelle que quelle que soit la décision de la Cour d'appel, ils feront campagne tous les deux ensemble. Tous les deux. Et elle le dit 2 fois ou 3 fois dans l'interview en disant faut pas croire qu'on va m'éliminer comme ça, je ferai campagne. L'interview comporte notamment dans son début une très grosse charge contre Emmanuel Macron, responsable de tout, l'abaissement de la France, la disparition de la France de la scène internationale. Elle dit qu'Emmanuel Macron, plus personne ne le prend au sérieux, que tous les autres chefs d'État considèrent qu'il est une personnalité qui n'est pas fiable, qui n'a pas de parole. Donc voilà, une très grosse charge contre Emmanuel Macron en début d'interview. Et ensuite, effectivement, elle revient beaucoup sur cette idée qu'ils ont censuré Michel Barnier, non pas pour le plaisir de censurer, mais pour défendre les Français, le pouvoir d'achat. Et il me semble noter dans l'interview une thématique sur laquelle ils vont sans doute beaucoup faire campagne, de dire mais Emmanuel Macron, lui, il voulait s'occuper du monde entier et nous, on s'occupe de vous. Voilà, on veut s'occuper de vous et c'est très présent, me semble-t-il, dans l'interview, qui est un thème très Rassemblement national. Oui, avec peut-être, si je peux me permettre, un point supplémentaire qui va être levé si jamais il devait y avoir une dissolution, qui est celui de la démission du chef de l'État. Elle est interrogée dans l'interview parce qu'on en parlait déjà beaucoup à la dernière démission. C'est un sujet qui va revenir sur la table. Oui, si le Premier ministre tombe, de nouveau la question d'une éventuelle démission d'Emmanuel Macron. Et elle dit, il devrait démissionner, mais il ne le fera pas parce qu'il n'en aura pas le courage. Je reviens sur la décision de justice, Jean-Daniel Lévy. Dans les jours, semaines qui suivent cette décision, il se passe quelque chose dans les sondages d'opinion ou rien du tout ? Vous avez la réponse en la posant comme cela. Non, il ne se passe absolument rien. C'est limite, on a même une légère progression quand on regarde au cours de ces 3 derniers mois, aussi bien de la proportion de Français qui se déclarent proches du Rassemblement national que de l'image de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella, voire même de leur potentiel électoral. Les sondages n'ont absolument aucune vocation de prédiction, mais on peut quand même regarder que 2 ans avant une élection présidentielle, on n'a jamais eu le Rassemblement national, quel que soit son candidat ou sa candidate, qui était mesuré à un niveau qui est un niveau aussi important. On dépasse aujourd'hui le tiers des Français qui déclarent au premier tour
qu'il serait susceptible de voter pour le Rassemblement national. Il peut se passer plein de choses, il peut y avoir une campagne, Jordan Bardella, s'il est candidat, peut aussi décevoir une partie de la population, mais quoi qu'il en soit, juste sur l'aspect qui est l'aspect de la décision de justice, ça n'a pas eu d'effet de déflagration, limite quand on regarde la réaction en fait de la part du cœur de l'électorat du Rassemblement national, le sentiment que c'était une décision à caractère politique pour éliminer le Rassemblement national d'une forme de conspiration des juges et des politiques, en tout cas les autres, contre Marine Le Pen. Et à aucun moment, et là où le Rassemblement national a été extrêmement fort, à aucun moment la gravité des faits qui ont été reprochés en dehors de la sanction... Que rappelait Sophie, c'est quand même un détournement massif. Et la gravité de la sanction, enfin, des raisons pour lesquelles ils ont été sanctionnés en dehors de la question de l'inéligibilité, est passée, mais complètement sous silence. Donc il y a une vraie réussite en matière de communication, en matière de stratégie du Rassemblement national, de faire en sorte qu'on se focalise sur la question de l'inéligibilité et absolument pas sur les fondements du jugement. Alors vous parliez des intentions de vote, on va s'intéresser maintenant à la popularité de ce duo avec Stéphane Duguet qui est là juste derrière le rideau de Sens Public. Bonsoir Stéphane, bienvenue à vous. Donc ce Rassemblement national porté par les deux figures Bardella-Le Pen. Oui, notre dernier baromètre politique du mois de juin, réalisé par Odoxa et publié la semaine dernière, donne le président du Rassemblement national et la chef des députés RN en haut du classement des personnalités qui suscitent le plus d'adhésion. 36% pour Marine Le Pen, 36% pour Jordan Bardella. C'est la première fois qu'ils sont tous les deux premiers ex-aequo et qu'ils dépassent Édouard Philippe qui était longtemps en tête du classement. Alors ce n'est pas tant grâce à leur progression que à cause de la chute d'Édouard Philippe dans l'opinion. L'ancien Premier ministre est à 33%, il a perdu 4 points. Il est à son niveau le plus bas depuis 4 ans. Et pour la première fois, il est avec Bruno Retailleau, 3e ex-aequo. Et puis on l'évoquait, c'est bien la démonstration que les affaires judiciaires du RN ont finalement eu peu de conséquences. Oui, et dans les baromètres Odoxa, la condamnation de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires européens n'a pas conduit à une baisse de sa popularité. Au mois d'avril, la chef des députés RN perdait seulement 1 point par rapport au mois précédent. Cela fait donc un moment que les deux patrons du RN sont en tête du classement, ce qui les rend dans l'opinion interchangeables dans le cas où Marine Le Pen serait déclarée inéligible après son procès en appel à l'été 2026. Alors ça, on verra si effectivement ils sont interchangeables. Je suis sûr que nos invités ont pas mal de choses à dire là-dessus. Et là, le sondage, le baromètre, il pose aussi la question du rejet, la cote de rejet à la fois de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Exactement. Et là, Marine Le Pen est 5e, Jordan Bardella est 6e. Ils sont en tout cas loin derrière Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen est rejetée par 46% des personnes interrogées. Jordan Bardella, lui, par 44%. À titre de comparaison, donc, le fondateur de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, est rejeté par 69% des sondés. Et si on prend une comparaison d'une personnalité politique à l'extrême droite, Éric Zemmour avait été testé au mois de février par Odoxa. À ce moment-là, 66% des personnes rejetaient Éric Zemmour. Il était déjà derrière Jean-Luc Mélenchon. Précisons qu'il a toujours été à ces niveaux de rejet, Éric Zemmour, depuis 2022. Merci beaucoup Stéphane. Alors le côté interchangeable, je veux bien vous entendre là-dessus. Je reste avec vous Jean-Daniel Lévy. Peut-être d'abord pour analyser la structure ou les structures électorales de Marine Le Pen, de Jordan Bardella. Est-ce qu'elles sont identiques ou alors à un iota près? Un iota près. Enfin, quand on regarde, on est vraiment dans des zones qui sont assez proches globalement. On voit que Jordan Bardella arrive à être un peu plus populaire et avec un niveau de confiance qui est un peu plus élevé de la part des jeunes générations par rapport à Marine Le Pen. Mais hormis cette dimension-là, ça ne change pas fondamentalement. Et ce qui est assez frappant d'ailleurs, c'est que on a beaucoup parlé du vote des jeunes, comme quoi il aurait pu avoir une incidence extrêmement forte, de l'effet TikTok, etc. C'est pas, enfin en tout cas moi en tant que sondeur, ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir qu'ils arrivent à progresser de manière très nette auprès des personnes qui sont âgées de 50 ans et plus, voire de 65 ans et plus, auprès des classes moyennes, voire des catégories supérieures. Et même quand vous regardez géographiquement, si vous projetez la carte des dernières élections législatives ou des dernières élections européennes du Rassemblement national et que vous la comparez à celle, on n'est peut-être pas obligé de remonter très loin, à 2022 ou à 2017, cette carte, à certains égards, est méconnaissable. Donc ils arrivent à progresser sur les territoires qui, jusqu'à présent, étaient rétifs à voter pour le Rassemblement national et y étaient d'autant plus rétifs aux élections européennes en considérant que l'Europe n'était pas un sujet sur lequel
le RN était crédible. Mais ça veut dire, Bruno, il y a eu longtemps un peu de France, ou une France réfractaire au vote RN, c'est de moins en moins vrai ? Alors ça reste toujours vrai, mais c'est vrai qu'on constate depuis de nombreuses élections un phénomène qui a débordé le nord-est et le sud-est, qui ont longtemps été les deux bastions du Rassemblement national, comme si un liquide s'était répandu un peu sur tout le territoire. Je rappelle, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, que si on regarde les résultats de la liste Bardella aux européennes, dans les 577 circonscriptions législatives, la liste Bardella est au-dessus de sa moyenne nationale, qui déjà elle, est assez élevée, dans plus de 300 des 577. Ça vous donne l'ampleur du phénomène géographique, et je pense que c'est une des données les plus essentielles pour comprendre ce qui se passe. Le Rassemblement national, aujourd'hui, c'est un phénomène qui est ancré dans le pays, sociologiquement, territorialement, et au fond, d'une certaine manière, c'est pour ça qu'il est assez peu sensible à celui qui va ou celle qui va représenter le parti aux élections, à l'élection présidentielle. Il y aura sans doute au cours de la campagne des éléments très importants de différence qui vont apparaître entre eux, mais pour le moment, tout se passe comme s'il y avait une espèce de strate ou de couche très épaisse qui, aux yeux de l'électorat, au fond, les rend un peu presque interchangeables. Ouais. Presque. Et dans la relation, Valérie Gast, entre Jordan Bardella et Marine Le Pen, est-ce que finalement, depuis mars, depuis ce jugement, et donc peut-être même aussi depuis l'interview de Valeurs Actuelles, enfin, vous voyez ce que je veux dire, est-ce que ce binôme commence à fonctionner différemment ou pas ? On s'est beaucoup interrogé justement sur le fonctionnement de ce binôme, parce qu'on a senti un Jordan Bardella qui commençait à émerger et à vouloir plus s'imposer et prendre la lumière. Et une Marine Le Pen un peu sur la défensive qui distribuait les petites piques en disant notamment sur la Nouvelle-Calédonie, bon bah il y connaît rien, moi je connais le dossier, ça fait 20 ans que je travaille, et toujours réaffirmant le fait qu'elle avait la carrure d'une présidentiable, qu'elle avait déjà été candidate, qu'elle avait une supériorité sur Jordan Bardella, et lui essayant de mener sa petite barque. Et puis il y a quand même eu une tentative pour remettre les choses à plat et dire finalement c'est mon poulain, c'est moi qui l'ai fait. Donc rétablir face aux Français qu'il y avait un lien très particulier qui n'est pas contestable. Elle l'a fait émerger et elle l'a promu en politique. Il y a quand même un lien personnel entre les deux qui est indéniable, qui existe, et une forme de respect. On a vu Jordan Bardella se livrer à l'exercice d'une émission très médiatisée où il se livrait un petit peu. Oui, sur M6. Sur M6, et rappelant un petit peu toute la déférence qu'il avait vis-à-vis de Marine Le Pen. On ne peut pas faire abstraction de ça. Donc finalement, ce lien est plus complexe qu'on ne veut bien le voir entre le jeune ambitieux et celle qui s'agrippe coûte que coûte à sa stature de présidentiable et à sa supériorité. Il y a du pragmatisme, il y a un lien personnel particulier. C'est une relation qui est quand même unique dans le paysage politique français. Il n'y a pas de parti où il y a un duo comme ça, malgré tout, comme le disait Bruno. C'est pas dans la tradition présidentielle française. Pas être interchangeable, mais en tout cas où les Français tous, qu'ils soient pour le Rassemblement national ou pas, ont entériné le fait que si elle ne peut pas y aller, lui, il est là, et que c'est un vrai duo. Mais il y a de quoi quand même, il y a encore du grain à moudre sur cette question-là. Sophie, vous vouliez intervenir. Oui, mais je voulais intervenir parce que quand même, ils sont de fait interchangeables. On a presque une relation qui devrait être celle... Enfin, elle a le double... plus du double de son âge, si je ne me trompe pas, ou elle a quasiment le double de son âge. Enfin, je veux dire, il est extrêmement... Il aura 31 ans au moment de la présidentielle 2027. Il est extrêmement jeune. Est-ce que c'est quand même impressionnant de se dire que les Français, après ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron, les reproches qu'on lui a fait, sont prêts? Je suis assez d'accord avec vous, parce que ce serait sa première campagne présidentielle, Bruno Cotresse. Oui, c'est sûr. Alors, l'histoire politique a prouvé qu'on pouvait remporter une présidentielle à la première candidature, évidemment, mais quand même, quoi. Si on remonte un peu plus loin, on a quand même beaucoup d'exemples de candidats qui se sont tannés le cuir élection après élection avant de réussir à être élus. Plusieurs points. D'abord, l'élection d'Emmanuel Macron a créé un avant et un après, même si aujourd'hui, beaucoup vont dire bilan d'expérience, il était trop jeune, par exemple. Voilà. Mais quand même, ça crée un avant et un après. Il est arrivé dans notre pays
d'élire au sommet de l'État un homme jeune de 39 ans dont c'était la première élection tout court. C'est pas sa première élection, la présidentielle, la première élection tout court. Donc ça crée un avant, un après. D'une certaine manière, ça rend possible que quelqu'un s'inscrive à nouveau dans cette histoire en disant notre système politique a besoin de renouveau, de rajeunissement. Voilà. Après, je pense que dans le cas du Rassemblement national, il y a quelque chose qui vient un peu particulier. C'est au fond le fait qu'il n'ait jamais exercé le pouvoir, qui de toute façon crée de facto dans l'imaginaire l'idée de dire c'est normal aussi qu'ils manquent d'expérience puisqu'ils n'ont jamais exercé le pouvoir. Dans leur cœur d'électorat, c'est même, ça va au-delà, puisque le système a empêché qu'ils ne puissent prendre des responsabilités. La preuve, la distribution des postes à l'Assemblée nationale. Donc c'est un peu, je dirais que dans le cas du Rassemblement national, sans doute que cet argument va arriver dans la campagne, je n'en doute pas, mais pour être un peu euphémisé dans le soutien du Rassemblement national par cette idée, mais c'est normal, c'est comme quand on reproche à un jeune CV de ne pas avoir d'expérience. Mais quand même, Jean-Daniel Lévy, c'est une chose de répondre aujourd'hui à une enquête d'opinion, de popularité. Oui, Jordan Bardella, voilà, on a un retour favorable. C'en est une autre de mettre un bulletin à son nom dans l'urne et de lui confier les rênes. Forcément, c'est un peu une lapalissade ce que je dis, mais est-ce qu'il y a des exemples comme ça de déperdition entre la popularité d'un temps et le vote, notamment lié à cette crainte d'un manque d'expérience? Ça peut arriver. Enfin, ça peut être une crainte concernant le manque d'expérience. Ça ne lui a pas tellement porté préjudice au cours des élections européennes. On pourrait dire que ce sont des élections secondaires et les Français n'y prêtent pas plus attention. Ça ne lui a pas porté beaucoup plus préjudice d'ailleurs, même dans le cadre des élections législatives. Je me rappelle d'un débat qui avait eu lieu, par exemple, entre lui et Gabriel Attal, où un certain nombre d'analystes avaient dit regardez, Gabriel Attal a survolé le débat et au final, Jordan Bardella n'a pas été capable de pouvoir répondre à un certain nombre de questions qui apparaissaient comme étant basiques. C'était quelques jours avant les européennes, ça n'a pas eu eu d'impact sur le vote. Il y a peut-être un aspect dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est que sur la ligne économique et sur le rôle de l'État, sont pas exactement les mêmes propos qui sont tenus de la part de Jordan Bardella que de la part de Marine Le Pen. Pour être un peu caricatural, Marine Le Pen est un peu plus interventionniste de la part de l'État et lui un peu plus libéral économiquement. Quand on analyse l'évolution du vote et de l'adhésion au Rassemblement national depuis que Marine Le Pen est présidente du RN, du Front national à l'époque. Donc en 2011, on a vu qu'il y avait l'ajout systématique de dimensions qui étaient des dimensions de protection, des dimensions de réassurance, la réattribution de termes qui étaient issus de la République, avec des systèmes de solidarité et de confort qui étaient mis en avant essentiellement à l'égard des catégories populaires et des personnes qui étaient en fragilité économique et sociale, qu'elles soient réelles ou perçu. C'est pas exactement là-dessus. Et peut-être que, en plus de la question de l'expérience, du fait qu'il ait ou pas le cuir tanné, viendra se surajouter à cela une question qui est une question sur le fond politique de ce qui peut être proposé de la part du Rassemblement national. Et ce qui fait une partie de sa force, c'est qu'il rassure. Et il n'est pas tout à fait certain que la ligne politique qui est proposée aujourd'hui de la part de Jordan Bardella soit celle qui a permis, notamment aux jeunes et aux catégories populaires, de se dire le Rassemblement national constitue une issue qui nous apparaît comme étant plutôt favorable. Alors pour remporter un scrutin national, le Rassemblement national a besoin de trouver des alliés à droite. C'est ce que martèle en tout cas Marion Maréchal depuis des années et encore ce matin sur CNews. Mais c'est un moyen, le seul chemin que je vois pour réussir à rassembler 51% des Français. Aujourd'hui, le Rassemblement national est le premier parti du corps national. Il est à 35% au premier tour. Mais le RN est de droite. Mais 35%, ça n'est pas 51%. Il y a aujourd'hui des convergences sur la question, par exemple, de la lutte contre l'immigration, la défense de la souveraineté française, qui devrait pouvoir nous rassembler. Vous avez dit que vous pourriez travailler notamment avec des personnalités comme Bruno Retailleau et d'autres. Mais moi, absolument, je considère qu'aujourd'hui, c'est une forme d'échec, selon moi, que Bruno Retailleau ait choisi plutôt de travailler avec le centre plutôt qu'avec le camp national. Il n'est pas trop tard pour changer cela. Et je pense qu'une fois de plus, c'est le seul chemin victorieux. Et puis alors dans cette hypothèse, il y a une information qui a été révélée aujourd'hui par nos confrères du Parisien, Jordan Bardella, reçu par Nicolas Sarkozy. Comment vous l'analysez ce rendez-vous qui, soi-disant secret, mais enfin bon, l'info est sortie très vite, Valérie. L'envie de l'ancien président de la République de renifler un petit peu ce jeune postulant à la présidentielle qui a fait et cause pour lui quand on lui a retiré la Légion d'honneur et qui avait trouvé ça totalement indécent qu'on en arrive là. Et ça correspond un peu à
cette stratégie de Jordan Bardella, eh bien d'élargir un peu vers la droite dite républicaine, en tout cas toutes les droites, ce qui n'est en effet pas la stratégie, comme on a très bien dit, de Marine Le Pen. C'est pas le même peut-être électorat, mais ça peut éventuellement élargir la cible. C'est quand même un petit cadeau que Nicolas Sarkozy lui fait. Énorme. C'est un cadeau que lui fait Nicolas Sarkozy. Voilà, exactement. Mais qui a envie peut-être... il reçoit beaucoup Nicolas Sarkozy, il aime bien évaluer lui-même les gens, mais c'est vrai que finalement, il offre une espèce de crédibilité, il adoube, enfin c'est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas, il dit que lui... qu'on descend à recevoir Jordan Bardella, alors que le même Nicolas Sarkozy est celui qui avait quand même été chercher les électeurs du Rassemblement national et qui avait réussi à les faire venir à lui en 2007. Donc c'est assez intéressant de voir dans cette période, dans ce laps de temps, les évolutions qui ont eu lieu. C'est vrai que cette information n'est pas totalement anodine. Le rendez-vous n'avait aucun sens politique. Il s'agissait d'un moment humain très cordial. Voilà ce que l'entourage de Nicolas Sarkozy... Avec Nicolas Sarkozy, du matin au soir, même en dormant, tout est politique. Tout est politique, j'allais le dire. Sur cette union des droites, là, vantée, souhaitée, pas seulement par Marion Maréchal depuis un certain temps, est-ce qu'elle séduit de la même façon ou pas les électeurs des deux camps? Non, pas tout à fait. En fait, on a aujourd'hui des électeurs d'extrême droite qui sont assez favorables, en se disant que globalement, du côté des Républicains, il n'y a pas de raison en fait de ne pas faire alliance avec eux et de se retrouver avec eux. Il y a des réticences qui existent encore aujourd'hui de la part des sympathisants des Républicains. Sensiblement 1 sur 2 y est favorable d'un point de vue général. Après, les configurations électorales peuvent aussi être amenées à changer quelque peu la donne, parce qu'en fait, on sait qu'il y a un effet repoussoir extrêmement fort de la France insoumise notamment, et de Jean-Luc Mélenchon, et qui peut amener à considérer ou à amener les électeurs de la droite classique ou de la droite républicaine à se dire il vaut mieux choisir ou éventuellement faire des alliances avec le Rassemblement national plutôt que laisser la possibilité à l'extrême gauche, entre guillemets, selon leur dire, d'arriver aux responsabilités. On a une échéance qui s'appelle les élections municipales. Ça tombe bien, je voulais qu'on en parle. Voilà. Allez-y. Promis, j'ai pas lu. Vous avez pas de la copine, mais j'ai pas lu votre papier. De mon plan. Et ça sera un indicateur qui sera un indicateur extrêmement intéressant. Le premier aspect, quelles seront les conditions de réélection des candidats du Rassemblement national? On sait qu'ils n'auront pas la force de se présenter partout, notamment parce qu'ils n'ont pas la puissance déjà pour pouvoir. Ils ne souhaitent pas non plus. On peut se rappeler qu'en 2020, la quasi-totalité des maires sortants du Rassemblement national ont été réélus, et même brillamment réélus. La plupart d'entre eux ont même été réélus dès le premier tour. Donc ça a montré qu'il y avait une stabilité du Rassemblement national lorsqu'il était présent. Il y aura des victoires du Rassemblement national dans un certain nombre de grandes villes. On peut anticiper que la ville de Toulon fera partie des victoires potentielles de la part du Rassemblement national. Mais surtout, on va regarder les endroits où il y aura soit des fusions entre des candidats de la droite classique et le Rassemblement national, voire même des désistements qui s'effectueront ou une absence de présence pour faciliter la victoire de la part de candidats du Rassemblement national. Même si on le sait, les élections municipales, c'est un scrutin particulier. On peut avoir des alliances à géométrie variable en fonction des villes. Mais est-ce que vous, effectivement, Bruno Cotteret, est-ce qu'il avait analysé, notamment dans ce livre avec Anne Muxel, les votes de 2024, la capacité de trouver des alliances entre le RN et LR dans certaines villes stratégiques, dans certaines villes importantes? Oui, évidemment, ça dépend, effectivement, ça vient d'être redit, des configurations, c'est-à-dire qui est en face. Oui. Et c'est vrai que, voilà, en fonction de certains territoires, il peut y avoir dans certaines municipalités une occasion pour la droite de se maintenir si elle a le soutien du RN ou réciproquement. Néanmoins, je dirais que la grande élection qui peut, elle, basculer et introduire une sorte de nouvel ordre politique, c'est vraiment la présidentielle. Effectivement, si à la présidentielle, au deuxième tour, vous aviez un combat entre un candidat, quel que soit celui des deux, du Rassemblement national, et un candidat de la gauche, ça rebat complètement les cartes. L'électorat de droite, sans aucun doute, n'ira pas choisir le candidat de la gauche face à un candidat du Rassemblement national, en tout cas pas très majoritairement. Donc c'est vraiment là où les choses vont se... modérée ? Voilà, reste à voir avec qui la gauche modérée est alliée elle-même pour le deuxième tour. Logique de premier tour et deuxième tour vont pas être les mêmes, mais on voit bien qu'on arrive
avec la sortie du jeu d'Emmanuel Macron, les incertitudes sur l'avenir du centre, on voit bien qu'on arrive à une période de reconfiguration où les choses vont sans aucun doute bouger, même si les 3 blocs vont rester. Mais la composition de ces 3 blocs, la force relative de chacun des 3 va sans doute bouger. Ouais. Est-ce que cette poutre-là travaille, la poutre de l'Union des droites ? Oui. C'est-à-dire ça discute, ça... Incontestablement, on voit qu'il y a de plus en plus de rassemblements à 2, à 3, à plusieurs. Il y a eu un événement la semaine dernière où ils se sont tous réunis. Donc oui, ça travaille parce que chacun voit qu'il y a peut-être quelque chose à préempter dans cet espace-là. On ne sait pas trop bien comment les Républicains, on en a parlé, vont se positionner, ce qui va émerger. Et de fait, ça peut être un champ de tir électoral. Et donc, de fait, oui, ça travaille. Ouais. En effet, ce n'est plus juste la poutre qui travaille à droite, mais dans les droites. Ouais, effectivement. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je rappelle, Bruno Cotrez, votre livre coécrit avec Anne Muxel, Le vote sans issue, c'est aux presses universitaires de Grenoble. Et on vous écoute évidemment, Valérie, chez nos confrères de RFI. J'y suis arrivé. À très bientôt sur Public Sénat.